Bonjour Othman Nasrou, Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de la région Île-de-France. Vous présentez le jeudi 4 février un plan de lutte contre la précarité des jeunes au Conseil régional d'Île-de-France. Aujourd'hui, la situation est critique. Les jeunes ont perdu leurs emplois étudiants. Ils suivent leurs cours en ligne depuis mars, à part les 4 semaines de septembre. Selon Santé publique France, un étudiant sur 3 souffrirait de troubles dépressifs. Plusieurs étudiants ont tenté ou ont mis fin à leur jour ces dernières semaines. Les queues devant les épiceries solidaires sont de plus en plus longues chaque soir. Après 2 confinements, dont un second qui concernait surtout les étudiants et les personnes âgées, et alors qu'un 3e confinement est très possible, les témoignages se multiplient avec le hashtag étudiant fantôme, comme sur la chaîne du youtubeur Hugo Décrypte. Je suis dans un 17 mètres carrés avec des voisins insupportables et des murs en papier. À 8h, j'ouvre mon ordi, à 22h, je le referme, et à 22h30, je suis couchée. J'ai eu, pour la première fois, des pensées suicidaires. Le 21 janvier, sur le plateau de Saclay, Emmanuel Macron, le président de la République, présentait des mesures d'aide à la jeunesse, les repas du Crous à 1 € pour tous les étudiants et les étudiantes, la mise en place de chèques psy et 20% de retour en présentiel. C'est au tour de la région Île-de-France de proposer des mesures. Vous découpez vos propositions en 3 axes, santé y compris mentale, conditions de vie et insertion professionnelle. Et c'est dans ce cadre que vous répondez aux questions de Sciences Po TV. Donc d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et la première question que je vais vous poser, vous avez décidé de financer à 100% la plateforme Écoute étudiants Île-de-France. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme et comment est-ce qu'on y accède? Alors c'est une plateforme qui est déjà opérationnelle, c'est important de le préciser, donc Écoute étudiants Île-de-France, qui à l'inverse du dispositif mis en place par le gouvernement est directement accessible, on a choisi de la faciliter. Et donc on trouvera sur cette plateforme d'abord des outils d'auto-évaluation pour évaluer sa santé mentale, pour savoir si effectivement on est en détresse psychologique ou pas. Et puis surtout, derrière il y a 40 000 consultations gratuites, payées intégralement par la région, quand effectivement on a besoin de parler à quelqu'un, de parler à un psychologue, avec 150 psychologues qui proposent leurs services à travers cette plateforme gratuite et d'ores et déjà opérationnelle. Et donc je le redis, Écoute étudiants Île-de-France, s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui se sentent isolés, déprimés, dépressifs et qui ont besoin de consulter, qu'ils n'hésitent pas à se connecter sur cette plateforme où toute notre offre est regroupée et encore une fois financée intégralement par la région. D'accord, donc ils vont sur le site internet et après ça peut déboucher sur une consultation d'un psychologue. Il y a environ 680 000 étudiants en Île-de-France, donc vous avez dit qu'il y a 150 psychologues qui seront à disposition. Quel sera le délai pour obtenir un rendez-vous? En théorie, aujourd'hui, on a pré-réservé, si j'ose dire, 40 000 consultations immédiatement prises en charge, et donc on peut aller relativement rapidement. Encore une fois, si les besoins sont plus importants, et je crains qu'ils ne le soient, nous envisagerons d'aller au-delà si c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, on attend d'abord que ces 40 000 consultations soient utilisées d'ici le mois de juin, et s'il faut aller au-delà, nous irons au-delà. Et donc ces 150 psychologues aujourd'hui sont à disposition, et je crois que les 680 000 étudiants ne sont pas tous concernés heureusement, mais il y en a de plus en plus, et j'espère qu'ils auront recours à cette plateforme dans les plus brefs délais, et qu'ils n'auront pas trop à attendre. Je crois que ça peut être lissé assez naturellement aujourd'hui, parce que ce chiffre de 40 000 permet quand même de voir les choses venir et de prévoir la montée en puissance s'il y a besoin. Très bien. Et quelles sont les autres mesures que vous souhaitez mettre en place pour améliorer la santé des étudiants en Île-de-France? Alors il y a tout un tas de dispositifs, d'abord effectivement de soutien financier, parce que aujourd'hui la situation des étudiants, c'est que beaucoup d'entre eux ont perdu leur petit boulot, ce qui leur permettait de combler d'arrondir leur fin de mois, surtout avec des parents qui n'ont pas toujours la capacité aujourd'hui de prendre le relais. On évalue à peu près 270 € en moyenne la perte de revenus pour un étudiant, et donc c'est important qu'on leur vienne en soutien. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais attirer l'attention de ceux qui nous écoutent, ce sont les pré-étudiants dont la région va maintenant se porter caution à la place effectivement des familles. Ça représente 15 000 pré-étudiants que la région va garantir, va se porter caution pour les étudiants. Et là aussi, il ne faut pas hésiter évidemment à aller en demander pour des montants qui peuvent aller jusqu'à 15 000 € par prêt et qui sont remboursables à la fin des études. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons voulu monter en puissance et nous avons proposé 15 000 pré-étudiants de plus. Justement, c'est une question, j'allais y venir. Vous proposez donc 4 milliards d'euros de garantie, mais est-ce que vous pensez vraiment que l'endettement étudiant, c'est la bonne solution? L'endettement étudiant ne règle pas tout, mais néanmoins, quand il est en plus supporté par la caution d'une collectivité, ce qui fait qu'on y a accès plus facilement, ça peut être, dans un certain nombre de cas, un vrai levier, un vrai outil, avec encore une fois des différés de remboursement après les études, je le précise, parce que le but n'est évidemment pas de prendre à la gorge les étudiants et de les étrangler financièrement, au contraire, c'est de leur donner de l'oxygène quand les parents ne peuvent pas le faire et quand les parents ne sont même pas eux-mêmes solvables pour pouvoir se porter caution pour un prêt étudiant. Donc ça ne règle pas tout, mais c'est néanmoins utile, et 15 000 prêts étudiants de plus, je crois que ça n'est pas du luxe dans la période actuelle, et je suis heureux que la région effectivement débloque
aujourd'hui 4 millions d'euros pour se porter caution pour ce dispositif. Ça rejoint encore une fois tout le reste, et on va en parler certainement, mais il faut qu'on attaque tous les différents volets de la vie étudiante parce que la situation qu'on connaît aujourd'hui est dramatique. Oui, et alors vous avez fourni un masque par étudiant, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Alors c'est un masque réutilisable, je le précise naturellement, ça représente quand même 480 000 masques aujourd'hui donnés par la région. Je précise que nous ici nous suppléons l'État qui peut-être aurait pu le faire lui-même. Je rappelle que les universités ne sont pas entièrement sous notre contrôle, donc on prend notre part et on va au-delà en général de ce que nous sommes censés faire, mais on ne peut pas laisser les étudiants dans la situation où ils sont. Je rappelle qu'on a équipé aussi les lycéens, je rappelle qu'on a distribué au total 36 millions de masques en Île-de-France au moment où l'État n'arrivait pas à les avoir, et donc on va souvent au-delà de ce que nous sommes censés faire parce qu'on ne peut pas laisser les étudiants face parfois à l'incurie de l'État sur un certain nombre de sujets, et donc on y a pris notre place, et je crois que là aussi c'était utile, ces 480 000 masques réutilisables. Évidemment que ça ne règle pas tout non plus, mais si on veut que les cours puissent reprendre un minimum, si on veut effectivement, conformément aux annonces du président de la République, il y ait un début de reprise, et nous souhaitons effectivement qu'on puisse aller plus loin, alors un jour par semaine, pourquoi pas la demi-jauge, pourquoi pas les TD, au moins. Donc en tout cas, nous sommes favorables à ce qu'on puisse fonctionner malgré tout avec le virus. C'est triste, mais c'est comme ça, et ça suppose évidemment qu'on investisse aussi sur le matériel sanitaire, et c'est pour cela que nous l'avons fait. Donc sur le deuxième axe de ce plan qui est le soutien aux conditions de vie, vous avez annoncé souhaiter les versements anticipés des APL. Est-ce que ça sera automatique ou est-ce qu'il y aura des démarches à effectuer? Aujourd'hui, on travaille sur une expérimentation effectivement pour qu'on puisse faire une avance d'APL pour les étudiants qui en ont besoin. Donc le principe, ça serait quand même qu'il y ait une demande de l'étudiant quand il est en situation de précarité pour qu'il puisse bénéficier de cette avance. C'est encore expérimental aujourd'hui, c'est ce que nous allons tester, voir si ça fonctionne, voir si ça répond à un vrai besoin, pouvoir le quantifier aussi de combien peut être cette avance. Et là aussi, les APL, c'est une aide d'État qui est opérée par les caisses d'allocation familiale. Donc on est prêt à aller plus loin que ce que nous sommes censés faire, mais encore faut-il que tous les partenaires soient alignés, et donc on donne cette impulsion aujourd'hui parce que je pense qu'effectivement c'est nécessaire, et c'est une volonté de la présidente de région Valérie Pécresse qu'on puisse bien encore une fois apporter toutes ces petites aides qui peuvent permettre finalement d'alléger le poids aujourd'hui qui pèse sur les étudiants en Île-de-France. Mais alors que faire dans le cas de dysfonctionnement du Crous? On sait que les notifications définitives peuvent arriver très tard et que les aides ne sont pas toujours versées en temps et en heure. C'est une vraie difficulté. Globalement, ça correspond à tout le travail qu'on a fait à la région depuis 5 ans. Accélérer les procédures, simplifier, et pardon de le dire comme ça, débureaucratiser parfois, c'est un énorme sujet. Et effectivement, chez nous, en tout cas, on le fait, les aides qu'on opère aujourd'hui, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les entreprises. Et c'est pour ça que la plateforme Écoute étudiants Île-de-France a été mise en place très vite, et on n'a pas choisi le chèque dont on ne sait pas aujourd'hui, comme l'a indiqué le gouvernement, quand il sera distribué, comment il sera distribué, comment il sera utilisé. Il faut qu'on aille sur des procédures infiniment plus simples avec un vrai souci d'efficacité. Et donc j'espère qu'effectivement les Crous et tout le monde fera un effort, parce qu'en période de crise, on a encore plus besoin de cette réactivité. Il y a aussi la précarité alimentaire qui est un vrai sujet. De plus en plus d'étudiants ne peuvent pas se nourrir. On le voit, c'est que ces files d'étudiants aux aides alimentaires. La région a décidé de prendre en charge la financiation de Linky. Combien de repas vont être distribués? Le principe est très simple. Dès qu'une université nous demande d'organiser une distribution alimentaire avec effectivement l'association Linky, nous prenons en charge le financement de l'opération. Et effectivement, on se rend compte que le besoin est immense, et donc à chaque fois que nous aurons une demande, nous y donnons ensuite. Et donc ça charge aux universités de recenser le besoin avec leurs associations étudiantes, avec leur tissu associatif, elles qui sont en prise avec le monde étudiant. J'ai été moi-même il n'y a pas très longtemps à Villetaneuse vérifier comment ça se passait dans cette université, et effectivement on a eu en 2 heures 300 étudiants qui sont venus profiter, le mot est malheureux, mais de ces distributions alimentaires qui sont malheureusement nécessaires aujourd'hui, avec des étudiants qui effectivement n'arrivent même plus à se nourrir convenablement, et donc on sait que c'est utile, on continuera de les faire. Chaque université qui voudra organiser une distribution de ce type-là, nous serons à leur côté. Je précise que ça vient encore une fois compléter tout un tas de dispositifs. Nous, on a ici la responsabilité des étudiants sur tout ce qui concerne les formations sanitaires et sociales, notamment les étudiants en soins infirmiers. On a débloqué une prime pour le mois de décembre de 150 €, ou plus de 11 000 étudiants qui sont dans ces filières, qui dépendent directement de nous. Et encore une fois, tout ce qui viendra soulager le pouvoir d'achat des étudiants en ce moment est bienvenu, et la région a mis effectivement des moyens massifs, mais elle ne peut pas tout faire elle-même. Il va falloir que l'État aille encore plus loin que les annonces du président de la République. Donc si un étudiant est dans le besoin, il faut qu'il contacte son université
pour se renseigner sur les distributions qui sont mises en place. Oui, tout à fait, et on en a fait, on pourra en refaire dans les universités où elles ont déjà eu lieu si c'est nécessaire, mais c'est à l'université de nous dire « j'ai ce besoin, je souhaite organiser cette opération » et nous prenons en charge le financement de l'opération. Et donc je vous l'ai dit, par exemple à Villetaneuse, ça représentait 300 étudiants. S'il faut le refaire à Villetaneuse, on le refera, mais s'il y a d'autres universités où ça n'a pas encore eu lieu, on attend effectivement du conseil d'administration de l'université qu'ils nous sollicitent, et nous, naturellement, nous serons à leur côté. Très bien. Vous dites que tous les acteurs de la solidarité ont signalé que les demandes des étudiants se sont fortement accrues depuis le premier confinement, donc depuis mars. C'est dans le rapport, page 3, on est maintenant en février. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Alors ce que nous annonçons là vient compléter tout ce qu'on faisait d'ores et déjà. Je pourrais vous parler des filières de formation qu'on a rajoutées, parce qu'il y a aussi des étudiants qui se retrouvent sur le carreau, qui n'ont plus accès aujourd'hui ni à une formation ni à un emploi, et ça c'est une vraie difficulté. On va dire des jeunes en général. Par exemple, on a tous les étudiants en alternance qui sont aujourd'hui parfois sur le carreau, qui se retrouvent sans employeur, et on est en train de les reprendre en charge dans la formation professionnelle, qui est rémunérée, comme vous le savez. Et donc tout ça, ça ne s'est pas fait aujourd'hui. C'est un travail depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et jamais la région n'a autant fait pour les étudiants. Jamais. Chiffres à l'appui, et ce plan l'illustre aujourd'hui. Mais néanmoins, l'urgence, elle est là, elle est avec la précarité étudiante, les difficultés sont inscrites dans la durée, et c'est pour cela que ce plan contre la précarité étudiante arrive à ce moment-là. Il vient renforcer, des dispositifs existants, parce que le besoin est devenu immense. Et donc ça vient se rajouter à tout ce que nous faisions d'ici là. Mais personne ne pouvait imaginer aussi que la crise allait durer aussi longtemps, et c'est pour cela qu'elle demande des moyens massifs. Mais le plan, il arrive aussi au moment où votre campagne électorale se rapproche, parce qu'on sait que les régionales vont arriver en juin, donc c'est assez bienvenu dans votre calendrier électoral. Je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui le sujet, ce soit une élection dont on ne sait même pas si elle aura lieu, dont on ne sait pas si elle pourra se tenir vu les conditions sanitaires, et encore une fois, après 5 années où jamais la région n'a autant fait pour les étudiants. Donc évidemment, on peut prêter toutes les arrière-pensées possibles. J'imagine qu'on dira la même chose du gouvernement. Moi, je regarde la réalité des actes et pas la beauté des paroles. Et on peut dire ce qu'on veut, ce que fait la région aujourd'hui, c'est chiffres à l'appui. Les montants sont massifs, l'aide est conséquente et les dispositifs sont concrets et ciblés. Encore une fois, une plateforme de consultation, tout le monde savait qu'il y avait des détresse psychologique, on a été en mesure de le sortir en quelques semaines seulement. C'est parce qu'il y a un travail depuis plusieurs années sur ces sujets-là, mais l'urgence de la situation fait que très sincèrement, ce n'est pas la campagne électorale qui aujourd'hui est dans les esprits, et personne aujourd'hui ne pense que derrière des mesures comme celle-là, il y a une arrière-pensée électorale. Et dans un moment où, à mon avis, les étudiants n'ont absolument pas la tête à savoir qui fait quoi pour eux, mais simplement à savoir comment ils font pour s'en sortir. Sur la troisième partie qui est le soutien à l'insertion professionnelle, comment souhaitez-vous favoriser l'insertion professionnelle de ces jeunes en période de crise économique ? Alors il y a effectivement ce que je vous ai dit pour l'alternance, parce que nous avons aujourd'hui 20 000 alternants qui se retrouvent sans employeur en Ile-de-France, 20 000 jeunes qui auraient pu être en alternance avec un employeur et qui se retrouvent sur le carreau. Donc ces 20 000, nous allons les réorienter vers la formation professionnelle. Nous avons la chance, et encore une fois, c'est le fruit d'un travail depuis plusieurs années, d'avoir lancé 40 000 formations maintenant dans les métiers en tension, dans des métiers qui recrutent, avec une prime quand on rentre dans ces formations-là, une prime qui peut monter jusqu'à 2 000 €. Et donc nous voulons mettre le paquet pour qu'effectivement les jeunes ne soient pas la génération sacrifiée avec cette crise, avec un marché du travail qui est complètement bloqué. Ça fait des années qu'on a engagé ce travail, on a restructuré 25 bassins d'emploi pour que l'offre de formation corresponde aux besoins des entreprises, parce qu'autrement on se fait plaisir, on n'a pas de vraie évaluation, on n'a pas d'efficacité dans le fait d'avoir de vrais résultats sur l'insertion professionnelle. Et donc aujourd'hui on accélère, et en matière d'insertion professionnelle, il y avait effectivement ce besoin de reprendre en charge les alternants et de reproposer de nouvelles formations. Je donne un dernier exemple parce qu'il est important pour moi. Je suis un élu de grande couronne, et on a beaucoup de jeunes qui ont un vrai sujet avec le permis de conduire. Et on a lancé une expérimentation dans le Val d'Oise, et aujourd'hui on la généralise. Tous les jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou qui sont inscrits dans la formation professionnelle, ou qui sont inscrits en mission locale, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui sur une démarche d'accompagnement vers l'emploi ou vers une formation, tous ces jeunes-là vont voir, s'ils en ont besoin, leur permis de conduire pris en charge intégralement par la région. Et ça, c'est une aide qui était demandée, qui est bienvenue, que nous étions en train d'expérimenter, qui produit ses résultats dans le Val d'Oise, et donc nous généralisons à toute l'Île-de-France. Et ça aussi, c'est un sujet pour l'insertion professionnelle, parce que la mobilité, c'est évidemment parfois le nerf de la guerre aussi pour accéder à un emploi. Le terme de génération sacrifiée, il divise la classe politique. Est-ce que vous, c'est un terme avec lequel vous êtes d'accord ? C'est une expression qui vous semble adéquate ? Oui, c'est un risque. C'est un risque, évidemment, parce qu'on a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans notre pays, et on sait que le marché du travail est aujourd'hui complètement à l'arrêt. Et donc c'est un vrai sujet. Il ne s'agit pas d'opposer les générations les unes contre les autres, hein. Chacun a ses propres difficultés là-dessus, mais la question se pose en des termes spécifiques pour les jeunes, pour les étudiants, et ça demande une réponse spécifique. Et c'est tout le sens de ce que nous adoptons et de ce que nous lançons avec ce plan contre la précarité étudiante à la région.
Vous avez acheté 10 000 ordinateurs pour les universités. Est-ce que ce sont des ordinateurs que les étudiants peuvent emporter chez eux? Parce que si les universités sont fermées, à ce moment-là, les ordinateurs sont immobilisés et inutilisables s'ils restent dans les universités. La réponse est oui. L'objectif, c'est de lutter contre la fracture numérique et de ne pas avoir des familles qui ont les moyens d'avoir un outil numérique et d'autres qui n'en ont pas. Il faut que tout le monde soit dans les mêmes conditions d'apprentissage. Nous, on a la responsabilité des lycées. Et dans les lycées, on a distribué plus de 400 000 ordinateurs et tablettes parce qu'on voulait que tout le monde soit équipé de la même manière. Et ça a été un succès parce qu'effectivement, au moment du confinement, on s'est rendu compte que c'était un vrai plus d'avoir ces outils-là et donc on a généralisé ce que nous avions déjà commencé à faire. Je précise qu'on en donne aussi aux professeurs pour qu'évidemment ils soient équipés également et que la liberté pédagogique reste celle des professeurs. Mais nous, on donne l'équipement, charge à chacun de l'utiliser comme il le souhaite et dans les lycées en tout cas, il est possible effectivement de garder évidemment le matériel pour l'emporter chez soi. C'est tout à fait l'idée. Et donc dans le lot que nous donnons aux universités, les 10 000 dont vous avez parlé, le même principe s'applique. Je précise que nous avons aussi 60 000 chèques numériques que nous avons aussi proposés aux étudiants à travers les universités pour qu'ils puissent s'équiper parfois sur un équipement dont ils ont besoin. Et comme vous le voyez, on est présent sur tous les sujets qui concernent les étudiants. Justement, ces chèques numériques, ils sont d'une valeur de 100 €. Le matériel informatique, ça coûte très cher. On peut rien avoir en fait pour 100 €. Concrètement, est-ce que vous avez eu des retours sur cette mesure? Est-ce que c'est quand même efficace? Écoutez, c'est un complément qui vient soulager parfois pour des achats qu'on allait faire, que les étudiants doivent faire de toute façon. Donc je pense que l'accueil il est favorable, évidemment que ça ne règle pas tout, mais 100 € de plus quand même dans un budget étudiant, où on a besoin d'acheter un équipement, je pense que c'est utile et je pense qu'il faut qu'on le maintienne. Après, effectivement, ça vient en plus des 10 000 ordinateurs qu'on met à disposition des universités, là aussi qui ne sont pas de notre compétence directe, mais qu'on ne voulait pas laisser sur le carreau. On a équipé tous les lycéens sans exception d'un matériel numérique. Ça représente des montants très très importants, de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, plutôt entre 150 et 200 millions d'euros d'investissement au total, pour être précis, pour les lycées. Et donc forcément, on a prévu aussi un lot pour les universités. Mais encore une fois, moi je demande à l'État d'aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes disparités entre étudiants d'une université à l'autre, dans les outils, dans effectivement l'accès à ces outils-là. Et donc c'est 100 € aussi de complément pour ceux qui n'ont pas accès aux ordinateurs. Je pense que c'est une aide utile, mais le sujet de la fracture numérique, évidemment, est un sujet qui ne va pas se régler du jour au lendemain. Vous mettez aussi un plan pour venir en aide aux décrocheurs, pour lutter avec efficacité contre le décrochage. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt rouvrir les facs pour éviter le décrochage plutôt que de leur proposer une réorientation? Avec Valérie Pécresse, nous demandons effectivement à ce qu'un certain nombre de cours puissent reprendre sur des formats de demi-jauge, sur des formats mixtes. Mais nous pensons effectivement, que ça fait longtemps qu'on le demandait, qu'on a besoin de ce minimum de présentiel dans les universités. Et donc j'étais heureux qu'il y ait cet effort de la part du gouvernement avec cette journée, une journée au moins dans les universités. On verra comment évolue la situation sanitaire, peut-être qu'il faudra faire davantage. Et évidemment que le numérique ou les aides dont on parle là ne viennent pas remplacer la reprise des cours, ne viennent pas remplacer le lien social dans les universités, ne viennent pas remplacer par exemple la question du sport, qui est aussi un vrai besoin, et là-dessus probablement qu'on pourrait trouver une manière de maintenir des activités sportives dans le respect des règles sanitaires. Mais encore une fois, on ne pouvait pas se permettre, avec Valérie Pécresse, avec l'ensemble de l'équipe régionale, de ne pas être aux côtés des étudiants au moment où la précarité atteint des niveaux inégalés. On faisait déjà beaucoup, mais là il faut qu'on mette vraiment le paquet, et c'est pour cela qu'on a toute cette batterie de mesures opérationnelles, efficaces et surtout accessibles au moment où je vous parle. Notre sujet, c'était surtout que ça puisse être débloqué et encore une fois rendu de manière concrète, de la manière la plus rapide possible. Vous dites avoir repéré 28 000 décrocheurs. Est-ce qu'ils ont tous eu accès à une aide personnalisée pour leur réorientation? Oui, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au moins un décrocheur sur deux soit effectivement rattrapé et remis dans ou une filière ou pris en charge par un organisme pour évidemment le sortir du décrochage scolaire. On a eu au départ un certain nombre de difficultés à avoir accès aux fichiers des décrocheurs scolaires. Je tiens à le dire ici, c'est un long débat avec l'éducation nationale. Comment est-ce que vous arrivez à les repérer, ces décrocheurs? Eh bien, le fichier existe, c'est le fichier qui est tenu par l'éducation nationale, et alors que nous avions effectivement cette volonté d'aller contre le décrochage scolaire, et la loi nous donnait cette compétence sur le décrochage scolaire, nous n'avions pas accès aux fichiers de l'éducation nationale. Il a fallu une longue bataille que nous avons menée avec le gouvernement et avec le ministre de l'éducation nationale pour qu'il accepte, et je le remercie, de nous donner ce fichier-là. Et donc à partir de ce fichier-là, nous avons une plateforme d'appel, nous les recontactons et on les redirige vers les formations qu'on finance par ailleurs pour qu'ils soient pris en charge et qu'ils sortent du décrochage scolaire. Et l'objectif, il est clair, il est d'1 sur 2, et nous ferons une évaluation très bientôt de ce dispositif. Très bien, c'était ma dernière question. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Eh bien, ce que je souhaite ajouter, c'est assez simple, c'est que si Sciences Po TV ou d'autres médias étudiants ou d'autres associations étudiantes souhaitent venir nous voir, nous attirer notre attention sur des sujets que nous n'aurions pas encore vus. Et pourtant, vous avez vu que la panoplie est assez large sur la santé mentale, sur l'insertion professionnelle, sur le pouvoir d'achat.
eh bien, nous sommes à votre écoute et certainement qu'il y a encore beaucoup de défis à relever dans le monde étudiant et chez les jeunes de manière plus générale. Et nous, région, en tout cas, nous y prendrons toute notre part. Et j'espère que ces dispositifs seront utiles. Et là aussi, le retour d'expérience sera intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir à la région. Écoutez, merci beaucoup. On mettra en barre d'infos tous les sites internet qui peuvent vous aider. Et à bientôt sur Sciences Po TV. Merci. Merci beaucoup.